Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir le président du G9+, Luc Breton. Bonsoir à toutes et à tous, je suis vraiment ravi d'être là. Alors, on écoutait les Red Hot juste avant, alors ça me rappelait le Dreamforce il y a quelques années, en concert privé à San Francisco pour Salesforce avec les Red Hot, c'était génial, c'est mon groupe préféré. Donc c'est une mise en ambiance exceptionnelle. Merci d'être présents nombreux ce soir. Ça va être juste génial et d'autant plus que moi je vais être court. Le G9+, vous savez ce que c'est un think tank qui fédère les alumni des grandes écoles, commerce, ingénieurs, sciences politiques. On fait 2-3 trucs dans l'année. Je crois qu'on on est le think tank en France qui fait le plus de manifestations, de conférences dans l'année, une 50aine environ. Je vais juste vous donner la prochaine, comme ça je ne serai pas taxé de faire de publicité outrancière. Elle aura lieu ce lundi, le 12 juin, à la Maison des Arts et Métiers à 18h30 précise, et son titre sera CDO-CIO, le leadership numérique de la transformation digitale des entreprises. On y entendra Vallourec, General Electric, BPCE, Engie et Keolis. On est toujours très pragmatique dans ce qu'on fait. Ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a rédigé un livre, puisqu'il ne vous a pas échappé qu'il y avait une séquence présidentielle. Ça s'appelait « 100 idées pour une France numérique ». Je pense que ça a fait du bien aux équipes de campagne qu'on a rencontrées, on les a toutes vues. On a essayé d'inoculer le bon virus du numérique dans tous les programmes. Certains en avaient plus besoin que d'autres. Ça a été assez efficace. Et puis du coup, on s'est dit, on va continuer. Et donc, on a décidé de rédiger un nouveau livre cette année sur le futur du travail. C'est quand même le grand sujet. Et d'ailleurs, probablement que le gouvernement a 3 mois pour faire quelque chose sur le sujet. Espérons qu'il le fasse ardemment. Cher Olivier, cher David, on va passer un super moment maintenant. Moi, je me souviens quand même de l'année dernière, au même moment, la personne qui était on stage aurait pu être dans le panel d'aujourd'hui. C'était Mathieu Ricard, le français bouddhiste le plus connu au monde. Hein. Et la conférence s'appelait La force de la bienveillance. Et je dois avouer qu'on est tous sortis percutés par ce message. Et alors, à titre personnel, de façon très humble, on essaye de mettre en œuvre 2-3 trucs dans notre quotidien d'entreprise et Dieu sait qu'on en a besoin. Et alors ce soir, ils n'ont pas de cape, ils n'ont pas de bouclier, ils n'ont pas de pouvoir magique, en tout cas je ne les ai pas encore perçus, mais ce sont des super-héros, ils sont ici et vous allez les découvrir et David va vous les présenter. Moi je veux partager juste une conviction, c'est qu'aujourd'hui on est dans une ère où finalement avec très peu de moyens, on a ces super pouvoirs et on peut faire des choses extraordinaires. Ce que Jérémy Rifkin explique comme étant l'économie à coût marginal zéro, le mythe du garage californien, il n'a jamais été aussi vivace. C'est extraordinaire et donc on n'a plus d'excuses à ne pas tenter de réaliser nos rêves et de les rendre réalité. Alors j'ai eu la chance, il y a quelques mois, d'être dans le jury qui a décerné le prix de l'entrepreneur, du jeune entrepreneur de l'année, de moins de 35 ans, en France, le prix Ivy. Et on l'a donné à quelqu'un de tout à fait génial, qui est le patron de Frischti. Vous savez, la livraison de plateaux repas de saison, cuisinés avec des vrais cuisiniers. Et alors, chez Frischti, ils ont employé toute la chaîne de valeur à 100% en CDI dans la société. Et ils font tout, la cuisine, la livraison, etc. Et alors, le patron de Frischti, Quentin Vacher, qui est un gars juste incroyable, si vous le croisez, vous vous en souviendrez forcément. Donc il a levé il y a quelques jours, je crois que c'était il y a 10 jours max, 30 millions d'euros. Il avait déjà levé 13 millions pour faire son entreprise. Il a une croissance exceptionnelle, je crois que c'est un des premiers recruteurs sur Paris en ce moment. Et outre d'avoir tout fait en interne, il a dit, moi, je suis entrepreneur parce que je souhaite régler mes frustrations. Et alors, il était trader à Londres, il gagnait beaucoup d'argent, et très vite, il s'est beaucoup ennuyé, parce que c'est un gars super smart, super sharp. Et il a dit, on a quand même des vies de dingue. On fait des métiers avec pas d'heure, on mange n'importe quoi à midi, n'importe quoi le soir. De toute façon, comme on n'a pas le temps ni de faire les courses, ni de faire à manger, on mange n'importe quoi. Et donc ça, c'est une de mes frustrations, et je vais régler ça pour améliorer la vie des gens. Et il l'a fait avec succès, pour amener aux consommateurs à un tarif optimisé une alimentation saine, bien cuisinée et améliorer la vie des gens.
Voilà, je veux juste vous dire que les rêves, aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, on peut les réaliser, on a tout pour le faire et vous allez voir des exemples excessivement inspirants de ces rêves-là dans des domaines très différents. Et j'ai le plaisir d'accueillir David Abiker pour animer cette soirée avec le brio qu'on lui connaît. Merci à vous. Merci à Luc Breton, grâce à qui nous sommes là ce soir. Alors, aventuriers modernes, valeurs modernes, 3 personnalités inspirantes qui ont toutes un point commun. Elles font des choses qui les dépassent un peu. C'est-à-dire qu'elles ont en main des sujets, que ce soit un bateau, un microscope ou un hôpital. Les sujets les dépassent. Moi, je ne vais pas vous dire qu'elles sont extraordinaires, vous vous en apercevrez tout seul, mais comme elles manipulent des substances hautement philanthropiques, hautement utiles, eh bien leurs sujets les dépassent et c'est pour ça qu'on les a invitées, parce qu'elles sont dépassées par les sujets qu'elles ont lancés et les matières qu'elles manipulent. Je vais vous demander d'applaudir très fort. On va l'appeler la chercheuse, le navigateur et le docteur. La chercheuse, c'est Patrizia Paterlini Bresciot. Elle me rejoint sur scène. Dans mes bras, Patrizia. C'est par ici. Je vous les présenterai en détail tout à l'heure. Il y a un docteur, il est médecin, il s'agit de Louis Pizarro. Et enfin, il y a un navigateur, et c'est Éric Bellion. Allez, en piste. C'est bon, vous êtes prêts, concentrés, vous avez l'oreille frétillante et l'œil perçant. Je vais vous présenter tous les 3 avec une préoccupation, c'est qu'ils ont tous les 3 fait les choses différemment. C'est-à-dire qu'ils avaient un problème et ils l'ont regardé différemment. On peut tous avoir des problèmes et s'y colter et essayer de les résoudre comme on les résout habituellement. On y arrive, mais on met plus de temps. Et parfois, il y a moins de kiff. Mais si on change le regard et qu'on aborde les choses autrement, parfois on trouve différemment. Et je crois que c'est leur point commun à tous les 3, mais ils vont vous dire très rapidement si je raconte des histoires. Alors, je vous présente la chercheuse, Patrizia Paterlini Bresciot. Elle est professeure en biologie cellulaire et moléculaire, c'est vrai? Oui. Bon. Vous avez fait des découvertes importantes, notamment, vous avez mis au point la technique IZ7, Isolation by Size of Epithelial Tumor, qui permet l'isolement et l'analyse génétique des cellules fétales 8 et tumorales circulantes. C'est vrai. Oui. Après, elle traduit. Elle traduit. Cette technique qui permet de faire un diagnostic prénatal, vous l'avez développée des années plus tard pour établir un test qui permet, à partir d'une prise de sang, de détecter des cellules tumorales circulantes. C'est ça? C'était l'inverse. Mais... C'est l'inverse. Vous avez commencé par les cellules tumorales et maintenant il y a l'amniosynthèse. On continue avec les tumorales. Vous allez nous raconter. Le navigateur Éric Bellion, alors sa notice Wikipédia nous dit que c'est aussi un aventurier. Il est arrivé 9e du Vendée Globe en 2017, c'est bien ça? À bord de l'IMOCA, comme un seul homme. Premier arrivé, alors ils vous applaudissent parce que vous êtes partenaire et vous êtes le chouchou de Salesforce. J'ai la chance d'avoir Salesforce comme mécène majeur. Ouais. Il y a la photo d'Éric dans le bureau d'Olivier de Rien. Enfin bon, vraiment, ils sont complètement Bellion-fil. Alors, je finis. Premier arrivé dans votre catégorie, vous aviez participé à d'autres courses auparavant, mais pas en solitaire. Donc, c'était la première en solitaire. Donc, c'était dur, mais vous êtes là. Et votre particularité, c'est que vous faites progresser une cause qui vous tient à cœur en faisant du bateau. C'est ça? Ou en naviguant? Faire du bateau, c'est un peu... Et elle m'aide à être performant. Et elle vous aide à être performant. Vous allez nous raconter ça. Ouais. Et puis le docteur Louis Pizarro, il est directeur général de Soltis. Soltis a été créé en 2003 par des médecins-chercheurs de la Pitié-Salpêtrière. C'est une ONG dont l'objectif est d'améliorer la prévention et l'accès aux soins en renforçant les systèmes et les services de santé des pays où intervient l'association. On va vous en dire plus toujours.
Je vous pose la première question. C'est la question sur comment penser un problème autrement. On veut tous penser les problèmes autrement, et les trois là, ils ont pensé un problème autrement. Et je commence avec vous, Patricia. Comment, un jour, vous vous êtes dit, il faut penser, ou je vais penser autrement le dépistage du cancer, parce que le dépistage du cancer, on fait des images. C'est ça la tradition. Et vous, vous avez dit, on va faire différemment. Oui. Alors, en fait, c'était dans le but qui était le but un peu de ma vie, je raconte dans les livres que j'écris, d'essayer d'améliorer la condition des patients avec cancer. J'ai travaillé beaucoup d'années pour essayer de comprendre comment le cancer se forme. Et puis, nous avons publié dans l'équipe, etc., des papiers importants. Et puis, j'avais une frustration, en fait. J'ai réalisé que le temps de ma vie n'aurait pas été suffisant pour apporter un avantage aux patients. Parce que quand on comprend comment un type de cancer se forme, après, il y a des décennies pour arriver éventuellement à un médicament qui arrive à bloquer le cancer, ce cancer-là, pas les autres. Et je voulais que ma vie ait un impact. Donc, j'ai tourné le problème et j'ai dit, mais comment le cancer tue ? Peu importe comment il se forme, voyons comment il tue, je vais peut-être aller plus vite. Et c'est là où j'ai vu que tous les cancers solides, qui sont donc la grande majorité des cancers, c'est les cancers qui dérivent des organes, tuent par la formation des métastases. Et les métastases se forment parce que la première tumeur qui se forme va diffuser dans le sang des cellules tumorales, et puis ces cellules tumorales, elles mettent quand même pas mal de temps pour être capable de former une métastase. Donc, c'est ce temps qui est entre la première tumeur et la métastase, et un temps qu'on calcule en année, même pour les cancers qui sont considérés foudroyants. Et ces temps-là, c'est une fenêtre d'intervention qui n'avait jamais été utilisée en médecine. Donc, ça nous a vraiment stimulés avec mon équipe à travailler. Et puis, une deuxième fois, dans ces domaines-là, les chercheurs n'arrivaient pas à isoler ces cellules tumorales, essayaient avec des méthodes moléculaires, c'est-à-dire qui agissent sur les molécules. On a testé aussi, on a vu que c'était pas très efficace ni spécifique. On a tourné le problème et on a dit, on n'y arrive pas avec les molécules, on va revenir aux cellules entières, et c'est là qu'on a développé IZ. Donc voilà, quand on veut vraiment y arriver, je pense qu'il y a des mécanismes qui se développent dans les cerveaux qui disent, OK, je fais blanc, et donc il y a quelque chose qui arrive aussi dans notre inconscient. Hein. Vous vous souvenez du jour où vous avez eu l'idée, ou c'est trop compliqué comme question? Le jour précis, non, c'est souvent la nuit quand il y a silence. Et puis, c'est vrai que les mécanismes par lesquels on a des idées ne sont pas très clairs. Hein, comment on peut avoir ces éléments qui surgissent dans notre esprit. Mais je pense que ce qui est fondamental, et c'est pour ça que l'homme est quand même fascinant, c'est la volonté, la motivation profonde et bien sûr la capacité à lire, à s'informer. Mais ça ne suffit pas. Je crois qu'il faut vraiment un élément humain de besoin, de volonté, que tout son être va s'impliquer pour trouver la voie. Et vous m'avez dit, en montant sur scène, on se fait des prises de sang au bureau. Voilà, c'est mardi, on va se tester pour voir si on a un cancer qui arrive, etc. C'est sympa, les labos de recherche. Nous, en laboratoire, c'est vrai, c'est normal parce qu'on travaille avec le sang, mais nous, on travaille pour que ce qu'on développe soit mis à disposition des gens. Et donc, voilà, c'est la méthode qu'on a mise au point et pour l'instant, la seule qui a pu détecter le cancer avant l'imagerie. C'est une équipe française qui a obtenu ce vraiment breakthrough avec notre méthode. Mais il y a beaucoup de travail à faire maintenant pour pouvoir dire dès que l'organe, le cancer dérive, et donc on y est pleinement impliqué. Donc, pour nous résumer, une prise de sang,
il y a des avertisseurs qui disent qu'il y a un cancer, mais on ne sait pas s'il est du poumon, de la prostate ou du cerveau. Mais enfin, il est là, quoi. Oui, ça, c'est pour ce qui est le futur. Mais déjà maintenant, le test est important pour les patients avec cancer pour savoir si le cancer est devenu invasif. Quand le cancer est capable de diffuser des cellules dans le sang, là commence le risque de métastase. Et donc, c'est sûr qu'on peut suivre comme ça le cancer et savoir s'il est devenu dangereux et si voilà, il expose le patient au risque de développer des métastases. Et on peut arriver bien plus tôt que le moment où la métastase est formée. Bien, bon, j'espère qu'on n'a pas plombé l'ambiance, mais je trouve qu'il y a d'autres applications vachement plus heureuses. C'est-à-dire que sur l'amniosynthèse, oui. pour la trisomie 21, c'est vous qui avez trouvé aussi. Alors, c'est comme ça, c'est que nous, pour arriver à isoler ces cellules tumorales, on a fait un raisonnement qui semblait enfantin, c'est que les cellules du sang sont les plus petites cellules de l'organisme, les cellules tumorales des cancers solides dérivés des organes sont plus grandes. Bon, après, filtrer le sang était considéré impossible. On y est arrivé. Et une fois qu'on y est arrivé, on dit « Ah, mais il y a d'autres cellules d'organes qui sont recherchées par les chercheurs depuis des décennies. C'est les cellules qu'on appelle trophoblastiques qui dérivent du fœtus. » Et donc, on a testé et on peut les isoler. Et donc, on a mis au point des méthodes pour analyser l'ADN de ces cellules et faire diagnostic chez le fœtus de maladies génétiques potentiellement, mais il faut beaucoup d'investissement dans ces domaines-là, parce que tout est moléculaire, potentiellement de tout type de maladies génétiques par l'analyse de ces cellules fétales. Ce qui remplace le prélèvement de moelle épinière. Qui remplace l'amniosynthèse et la biopsie de villosité choriale. À savoir qu'en commercialisation, il y a déjà des tests sur l'ADN fœtal en dehors des cellules qui est dans le sang pour la trisomie 21, 13 et 18, mais il n'y a aucun test pour les maladies récessives comme la mucoviscidose, la myotrophie spinale, Duchenne, plein d'autres maladies, la thalassémie, pas le Duchenne, c'est dominant, mais beaucoup d'autres maladies qui en fait ne sont pas diagnosticables actuellement avec ces méthodes sur l'ADN plasmatique. Dans tous les cas, on pense le sujet autrement. Le cancer, on faisait des images, on avait l'habitude de faire des images, et maintenant, on commence à faire des prises de sang, et pour l'amniosynthèse, aussi des prises de sang. Donc, on a passé le problème différemment. Peut-être que dans 50 ans, on fera des analyses d'urine ou de cheveux, et qu'on arrêtera les prises de sang. J'en sais rien. Alors, les analyses d'urine sont déjà faites, oui. Mais les médecins pouvaient rechercher le cancer partout, sauf dans le sang, parce qu'ils n'arrivaient pas à chercher les cellules d'organes dans le sang. Donc, on a apporté ça. Je veux préciser que notre test détecte le cancer uniquement quand le cancer envahit le sang. Il ne voit pas les masses. Donc, si une masse n'envahit pas, nous, on ne peut pas la voir, pour que les choses soient claires. D'accord. Voilà. Pas de fausses promesses. Voilà. Alors, je passe à vous, Eric, avec la même question. Vous avez un parcours qui n'est évidemment pas un parcours scientifique. Vous êtes un manager de formation. Vous avez fait l'EM Lyon. Vous avez à la fois une vie de navigateur et une vie de consultant. Même question. Vous avez décidé de faire de la voile autrement. Vous avez pris un problème autrement, en vous servant d'un bateau. Alors, il faut nous expliquer comment vous avez fait autrement. Alors, ça a commencé il y a quelques années. Moi, je viens de Versailles, issu d'une famille bourgeoise. Ne vous excusez pas. Je ne m'excuse pas, moi, je plante le décor. Je vis et travaille dans le 8e arrondissement et c'est très dur parfois. C'est très dur. J'ai fait une superbe école de commerce, l'EM Lyon, et c'est vrai que je n'étais jamais vraiment sorti d'un certain milieu. Et il se trouve que lors d'une soirée pleine d'idées pendant mes études avec 2 copains, on a décidé d'aller faire le tour du monde à la voile. Et dans ce tour du monde à la voile, on s'est dit au moment de partir, au moment où tout le projet était prêt, qu'on n'allait pas partir seul, qu'il fallait qu'on partage ce projet avec ceux qui ne peuvent pas larguer les amarres. Et il s'est trouvé qu'un de nous deux, avec 2 cousins infirmes moteurs cérébraux, c'est-à-dire handicapés. Et on s'est dit on va partir en leur racontant une histoire. Et puis on s'est dit que ce n'était pas ambitieux, on avait envie de les embarquer avec nous. Et on a embarqué en fait avec nous 45 jeunes adultes handicapés. 45 ? Oui, ils nous retrouvaient sur des escales. Et ça a duré 3 ans d'aventure comme ça à partager. Et quand le petit Eric est rentré à Versailles après ce tour du monde où il s'est
on était des clodos hein, à 3 dans cette aventure-là, sur un bateau pourri, c'était pas possible. Quand je suis rentré en France, j'étais plus du tout le même. J'ai surtout ouvert les yeux sur ma société et j'ai surtout ouvert les yeux sur la différence et le handicap que j'avais croisé pour la première fois. Et j'ai vu à quel point notre société était folle. J'ai vu que nous tous dans cette salle, on est responsables de ce système, c'est-à-dire qu'on paye des gens pour que ces gens restent chez eux. On paye des gens tous les mois qui reçoivent un petit chèque de notre part, de la part de la société, pour que ces personnes restent chez elles. Et ça, je me suis dit, c'est juste pas possible. Ça s'appelle l'argent de poche, et c'est le rapport d'enfant à parent. Qu'est-ce qui se passe pour que nous acceptions cette situation qui est impossible, qui est pas imaginable? Vous parlez de gens qu'on paye, c'est une allocation de handicap. C'est l'allocation handicap. Handicap, d'accord. Voilà. Et j'ai vite réalisé que si on faisait ce chèque, c'était juste parce qu'on n'avait pas envie de sortir de notre zone de confort. Parce que forcément, une personne handicapée, c'est forcément une personne qui va nous apporter des difficultés si on l'accueille dans notre entreprise, institution, famille, etc. Donc, je me suis interrogé, je me suis dit, mais le fait de refuser cette sortie du confort, est-ce que ce n'est pas un refus pur et simple du progrès et de l'innovation? Parce que le progrès et l'innovation, ça exige de toute façon 2 pas dans le noir. Ça exige de prendre un risque. Et donc, c'est parti de là. Je me suis dit, je vais prendre l'entreprise, le monde de l'entreprise à contre-pied. Le monde de l'entreprise adore les images de bateaux. Souvent, c'est pour tirer la voile, ou on va tous vers le même cap. Enfin, on adore cette métaphore du bateau. Moi, j'adore le bateau, donc ça tombait bien. Je revenais d'un tour du monde. Et je me suis dit, je vais faire un record à la voile avec des sportifs valides et handicapés, et on va montrer que cette mixité peut amener énormément de richesse, que la différence est une richesse. Le problème, c'est que c'est beaucoup moins simple que ça, parce que quand j'ai réalisé ce record, c'était en 2010, on est les premiers détenteurs d'un record en étant un équipage mixte au monde, c'est une première mondiale, mais la première chose que je me suis dit en arrivant à l'île Maurice, que c'était l'arrivée de ce record, je me suis dit, mais plus jamais tu fais un truc comme ça, Eric, quoi. Plus jamais tu fais ça, parce que ça a été horrible. Parce que la mer, on ne peut pas tricher sur la mer, on ne peut pas arriver avec des idées bien pensantes avec la mer. La mer, elle explose ça. Parce que si tu es au cœur d'une tempête et que ta vie dépend de tes équipiers, la personne à qui tu vas donner la barre quand tu vas te coucher, tu t'en fous qu'elle soit handicapée, femme, homme, jaune, noir. La seule chose que tu veux, c'est de la fiabilité. Tu veux que cette personne qui ait une confiance mutuelle. Et donc, ça m'a énormément remué et je me suis dit, mais notre société est folle, elle marche sur la tête encore une fois. On est obnubilé par les différences visibles et on méprise le plus important, qui sont les ressemblances invisibles. Quand on a un projet, quand on a quelque chose qu'on veut faire, que ce soit au niveau d'une nation, au niveau d'une entreprise, comme au niveau d'un couple à 2, ce qui compte, c'est le fondamental commun. Mais ça s'était mal passé avec un équipage avec que des valides ou mal passé avec un équipage mixte avec handicapés, valides, etc. Le problème, c'est que je m'étais focalisé sur cette différence visible. Je pensais que mon handicap, c'était les personnes handicapées. Ouais. Et en fait, mon pire handicap, ça a été par exemple une personne qui me ressemblait, que j'avais recruté pour être mon clone, et qui en fait partageait pas le même objectif que moi. C'était mon second, qui détricotait ce que je faisais de l'autre côté. Ah ouais. En fait, j'étais obnubilé par cette différence visible et on est tombé vraiment dans l'écueil de ce qu'est la différence et ce que c'est de travailler ensemble. J'ai recruté 3 personnes handicapées et 3 personnes valides. J'aurais dû recruter 6 marins. Et dans ces 6 marins, il y aurait pu avoir 3 personnes handicapées et 3 personnes valides. Oui, mais c'est complètement différent. Alors, comment vous gérez le fait il faut trouver un marin ou une marine handicapée? Ça devient compliqué, votre affaire. Non, c'est pas compliqué. En fait, ce qu'il faut, c'est définir un fondamental. Et ce que j'ai fait à la suite de ce projet-là, j'ai monté un nouvel équipage d'hommes et de femmes tous différents, avec des valides, des personnes handicapées, des vieux, des jeunes, des personnes de milieux sociaux et culturels complètement différents. Il y avait un analyste financier à la BNP Paribas et un chômeur du 9-3. Mais j'ai recruté tous ces gens en sachant pertinemment qu'ils avaient le même fondamental en commun. L'idée d'aller vite, d'aller battre les clones sur leur terrain, les mercenaires de la Coupe de l'América, qu'ils avaient envie de collaborer. Et en fait, un œil extérieur venant sur le bateau se serait dit c'est la cour des miracles. Et en fait, moi, je savais que c'était des gens extrêmement différents, mais qui avaient le fondamental en commun. Et que leur différence, à ce moment-là,
était une valeur forte pour l'équipage. Et donc là, vous avez gagné. Et là, on a explosé les compteurs. On a battu des professionnels de la voile. On a fait une course qui s'appelle le Fastnet en 2013, qui est une course qui a lieu tous les 2 ans, qui est un peu le mythe de la voile en Europe. Et dans notre catégorie, on était 18 bateaux et les 17 autres bateaux étaient possédés par des milliardaires, des millionnaires de la planète qui voulaient absolument ramener cette coupe chez eux. Et nous, on était le bateau associatif, avec des voiles pourries, avec peu de moyens. Et il se trouve qu'on est arrivé 8e de cette catégorie, 8e de cette course où il y a 350 bateaux en tout. Il faut imaginer la tête des millionnaires, des milliardaires, des professionnels, des mercenaires de la Coupe de l'América, découvrant que le bateau qui les avait battus, eh ben, à bord, il y avait un gars qui dépliait sa queue d'aveugle, un autre qui montait son fauteuil roulant, des filles petites, pas musclées, des seigneurs un peu bedonnants. Et ça a été un choc fabuleux. Vous nous en direz plus dans un instant, mais là, je crois que le tableau est posé sur la façon dont vous avez fait autrement, dont vous avez monté une équipe différente, Eric. Et maintenant, Louis. Alors Louis, je rappelle, vous êtes médecin et en 2003, vous montez Soltis. Et Soltis, c'est aussi une façon de penser le problème du co-développement et de l'assistance sanitaire totalement autrement, puisque j'enlève le mot assistance à la fin. Absolument. Plus qu'une idée, c'est, je dirais, un sentiment de révolte qu'ont partagé les médecins qui travaillions et qui voyions ce qui se passait en Afrique. On voyait des épidémies, on voyait des tremblements de terre. Et on voyait à chaque fois nos collègues des ONG, qui font un super boulot, MSF et d'autres, partir quand il y avait une crise, quand il y avait une urgence. Mais année après année, c'était les mêmes pays qui, Haïti ou d'autres, se retrouvaient à nouveau dans ces situations. Et donc notre façon de voir les choses autrement était de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour intervenir avant que ces crises se mettent en place? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger ces populations au plus près? Et arrêter cette espèce de litanie d'épidémies, de souffrances que vous voyez en général à la télé. Donc on s'est dit, il y a quelque chose qui est fondamental, et c'est ce qui explique d'ailleurs que dans nos pays, aujourd'hui, nous soyons capables de faire face à ces crises, c'est d'avoir des systèmes de santé qui tiennent la route. Des systèmes de santé, c'est avant tout des personnes. C'est les soignants eux-mêmes qu'il faut former, qu'il faut accompagner, qu'il faut suivre au quotidien, et ça a été le cœur de la réponse qu'on a apportée en premier. Mais c'est aussi, et je pense que c'est vrai que le public de Salesforce peut le comprendre, c'est tout ce qu'il y a derrière. Il y a le médicament, c'est toute une chaîne. Il faut choisir les bons médicaments en bonne quantité, les faire arriver jusque dans les centres, les stocker au bon endroit, à la bonne température et les délivrer correctement. C'est aussi les datas. J'ai assisté à quelques réunions aujourd'hui. J'ai vu à quel point c'est important pour les entreprises qui sont ici de gérer la data. C'est la même chose pour les systèmes de santé dans les pays africains. Que ce soit pour le médecin qui soigne des patients, qui a besoin de savoir les résultats, mais aussi pour le ministère de la Santé, qui doit analyser ce qui est en train de se passer, comment évoluent les épidémies, comment on soigne les gens, et c'est très important. Donc c'est à ces différents niveaux du système de santé qu'on a décidé d'agir et de mener notre action. Si je comprends bien, et par rapport à ce que vous m'avez expliqué la dernière fois qu'on s'est vu, c'est que vous aidez ces pays à mettre en place des structures médicales, des laboratoires, des dispensaires, des centres médicaux, et vous les aidez à les faire tourner tout seuls. Absolument. Par exemple, en 2016, on a formé un peu plus de 2000 soignants en Afrique de l'Ouest et centrale. Aujourd'hui, il y a plus de 100 centres de santé qui sont suivis par nos équipes. On a plus de 100 professionnels de santé, salariés de Soltis, qui sont dans les pays en train d'accompagner nos collègues africains. Et pour vous donner un exemple, vous parliez des laboratoires. Il y a un projet qui nous tient à cœur, qui est un projet qui s'appelle OPERA, qui veut dire Open Polyvalent Platform. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour le suivi des malades, que ce soit VIH, tuberculose, les hépatites, il faut parfois avoir un examen qui s'appelle la biologie moléculaire, que Patricia doit bien connaître, et qui, même l'OMS nous disait à l'époque, on ne pourra jamais faire ça en Afrique. C'est réservé aux pays du Nord. Et on leur disait, mais s'il n'y a pas cet examen-là en Afrique, jamais les patients seront pris correctement en charge, parce qu'on ne saura jamais si le traitement qu'on leur donne fonctionne ou pas. Et donc, on va leur donner un traitement, peut-être qu'ils vont mourir, parce qu'on n'aura pas cet examen biologique pour pouvoir les suivre correctement.
Et on a travaillé avec des chercheurs, notamment aussi à l'hôpital Necker, Christine Rouziou et d'autres, pour mettre en place un test de biologie moléculaire très simple, adapté aux pays africains, et qui en plus, quelque chose qui est intéressant et qui parlera à ceux qui sont dans l'informatique, on s'est dit il faut qu'il soit ouvert. Jusque-là, il y avait 2 laboratoires qui avaient le monopole. Et donc, ils offraient des appareils, c'est un peu comme la Nespresso. Ils disaient au pays, je vous offre mon appareil, mais après, il faudra acheter ma capsule pour faire les tests. Et donc, la première année, ça ne coûte pas très cher, mais la deuxième et la troisième année, évidemment, les prix montent. Donc, nous, c'est pour ça qu'on l'a appelé Opera, Open. C'est parce qu'on voulait que ça soit une machine ouverte, Vous avez fait un peu du open source. C'est le logiciel libre Absolument. de l'analyse biologique. On voulait qu'il soit accessible pour des laboratoires de terrain et qu'il soit aussi ouvert, permettant au pays chaque année de faire des appels d'offres et de pouvoir acheter au tarif le moins cher. Donc ça, c'est typiquement une façon d'agir sur les laboratoires. Louis, Eric et Patricia, ils nous ont dit le déclic ou la motivation première, presque intime. Patricia, elle a dit « j'aurais pas assez d'une vie pour trouver une solution ». Et elle s'est dit, je ne veux pas perdre de temps. Donc elle avait, comme le crocodile de Peter Pan, elle avait son réveil matin dans la tête. Eric, lui, c'est venu avec un cousin, un tour du monde et une conviction intime de retour. En fait, c'est le retour au pays qui lui a changé son logiciel. Vous, quel a été le ressort intime pour vous embarquer dans Soltis? Parce que vous êtes sérieux comme ça, vous ne montrez rien, mais il faut mettre un peu vos tripes sur la table. Hein. Je pense que j'ai la chance d'avoir une double nationalité, d'être moitié chilien et moitié français, et d'avoir vécu la première moitié de ma vie au Chili, dans les années 80. C'était la dictature de Pinochet au Chili à l'époque, et le pays n'était évidemment pas aussi développé qu'il l'est aujourd'hui. Et voir, quand je suis arrivé en France faire mes études de médecine, les écarts qui pouvaient exister, me dire, mais est-ce que c'est raisonnable finalement que ce soit encore des médecins ici en France qui partent quand il y a un tremblement de terre en Bolivie, par exemple, alors qu'il y a des médecins chiliens qui peuvent le faire aussi? Et qu'est-ce qui fait que le Chili, lui, est en train de se développer et les pays africains ne le font pas? Quelque part, j'étais interpellé par cette situation de la planète entre le Nord et le Sud, où tout le monde avait fini par se dire bah, c'est comme ça. Il y a les pays africains, il y a les pays pauvres, et ils seront toujours pauvres, et il y aura les épidémies, et on n'y peut rien. Il faut que ça reste pareil. Bah, peut-être que venir d'un pays dit du Sud a fait que je me suis dit non, c'est pas possible. Il faut à un moment donné qu'on casse cette situation, ce statu quo, et qu'on aide ces pays-là à faire ce que certains pays en Asie, certains pays en Amérique latine ont fait. Il n'y a pas de raison qu'en Afrique, on ne le réussisse pas. Alors, ma troisième question, elle est liée aux difficultés et à la méthode. Je voudrais savoir si chacun d'entre vous, vous avez une méthode ou comment vous réagissez quand vous avez une énorme merde qui vous tombe dessus dans le boulot. Hein, dans le boulot. Et la question qui va avec, c'est est-ce que vous avez eu à faire bouger des mentalités pour éviter les obstacles? Quand on a une méthode qu'on va pas... On ne va pas utiliser la même méthode que d'habitude. Il y a toujours des gens pour vous dire « mais pourquoi tu ne fais pas comme d'habitude ?» Donc, première question, c'est comment vous réagissez quand il y a un emmerdement qui surgit au bureau. Et puis la deuxième question qui va dans la foulée, vous pourrez la traiter en même temps, c'est comment vous faites en sorte que les gens qui pensent toujours de la même façon, ils pensent différemment par rapport aux objectifs que vous avez. Louis, par exemple. Ce n'est pas une question simple. Ça me fait penser à... J'ai fait un de mes stages dans les urgences à Saint-Antoine, au moment de la canicule. C'était pas facile. Et je me souviens, notre chef de service nous avait dit « Bon, la situation est critique, mais dites-vous quand même que dans les urgences, il y a rarement des urgences, mais surtout des gens pressés. Et quand je vois que les équipes arrivent, en effet, en me disant « Tiens, il y a tel problème ici, etc. », je dis souvent... Attention, est-ce que c'est vraiment une urgence ou est-ce que c'est des gens qui sont pressés? Tu le disais tout à l'heure, on vit dans des sociétés dans lesquelles on veut l'information tout de suite, une réponse tout de suite, une solution tout de suite, et parfois une bonne nuit de sommeil, un temps d'espace permet de voir venir. De manière plus concrète, je dirais, nous à Soltis, une des premières réflexions qu'on a eues, on l'a vécue au Niger. On était partis là-bas, il faut savoir qu'au Niger, les femmes, elles ont en moyenne 8 enfants dans leur vie. Donc, une des priorités qu'on a données, c'était de dire, pour celles qui ont le VIH-Sida, on sait qu'avec la trithérapie, elles ne vont pas transmettre
le virus du sida à leurs enfants quand elles sont enceintes, si elles prennent cette trithérapie. Donc on a un outil drôlement efficace pour prévenir la naissance d'enfants avec le VIH. Il faut qu'on fasse quelque chose. On a mis en place, on a renforcé les capacités, comme je disais tout à l'heure, des laboratoires, de la pharmacie. Tout était correctement installé et au bout de 6 mois, on s'est rendu compte qu'il y avait un tiers qui avait disparu de la circulation, qui ne venaient plus prendre leur traitement. On était là, on se disait, mais zut, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais assez jeune à l'époque, j'appelle Paris, je leur dis, je ne comprends pas. À Paris, les experts de la prise en charge du VIH, ils me disent, ben, on est désolé, nous non plus, ici, ça marche comme ça. Et on a introduit, à ce moment-là, on a compris ce que c'était que la recherche, mais la recherche-action, la recherche de terrain, la recherche opérationnelle. Et on a travaillé avec des anthropologues, et on s'est rendu compte que ces femmes qui arrivaient dans les centres de santé, bah, le premier jour, il fallait qu'elles aillent se faire dépister à gauche. Le deuxième jour, elles allaient au laboratoire à droite, puis voir une sage-femme, puis voir un médecin. À la fin, elles en avaient ras-le-bol. Elles laissaient tomber, elles ne venaient plus jamais. Et donc, on s'est dit, bah, soyons simples, disons à la sage-femme de tout faire. Hein, ça se fait par ailleurs. Elle pourra dépister, puis donner les traitements. On va voir le ministre de la Santé qui nous dit, écoutez, votre idée est pas mal, mais vous savez, il n'y a que les médecins qui ont le droit de prescrire des médicaments. Ça ne marche pas. Deuxième utilisation de la recherche a été de leur dire, bah, écoutez, très bien, faisons un essai, prenons 4 centres où on va le faire de manière simplifiée, prenons 4 centres où ça sera comme d'habitude et regardons ce qui se passe. Au bout de 6 mois, pratiquement toutes les femmes étaient suivies correctement là où le site était une prise en charge simplifiée. Le ministre de la Santé nous a vus, il a dit, pas de souci, signer un décret, les sages-femmes, elles avaient le droit de prescrire et on a avancé. Les médecins ne se sont pas mis en grève? Et les médecins ne se sont pas mis en grève. D'ailleurs, ils étaient très contents parce que ça leur faisait moins de travail. Donc, cette idée aussi d'introduire une recherche, mais encore une fois, on a besoin de la recherche fondamentale, comme fait Patricia, c'est essentiel. Mais ça, c'est un autre type de recherche, qui est vraiment une recherche terrain, très pratique. Ça a été une façon de répondre ça répond parfaitement à ma question et les 2 exemples que vous donnez. C'est-à-dire, quand la merde arrive, il faut dire, est-ce que c'est une merde pressée ou pas pressée? Et la deuxième question, c'est l'expérimentation tout simplement et le pragmatisme. Patricia, vous, quand vous avez une difficulté dans votre travail, comment vous réagissez? Comment vous mettez à distance soit l'urgence, soit l'emmerdeur, soit les emmerdements? Et surtout, comment, par rapport à une technique qui était quand même très novatrice, on va aller faire une prise de sang et les images, c'est une façon, mais il y a d'autres façons, comment vous avez fait évoluer les mentalités? Alors, je dirais, c'est vraiment comme lui a expliqué, hein, c'est la même démarche. C'est-à-dire que quand on a un blocage, on ne s'arrête pas et on veut aller plus loin. Alors, c'est la première étape, mais il l'a décrit aussi. C'est on fait une analyse de la réalité, d'une façon complètement objective du problème, sans se cacher des choses. Et donc, c'est comme il l'a raconté, mais nous, c'est transposé dans la recherche. C'est-à-dire, voilà, il y avait des méthodes qui étaient moléculaires au tout début de ces domaines des cellules tumorales circulantes. On a commencé par dire, est-ce que vraiment elles sont spécifiques? Est-ce que vraiment elles sont capables de dire sans erreur qu'il y a une cellule tumorale dans le sang? Donc on a tout testé, on a démontré que non. Et donc là, on s'était retrouvés assis par terre parce qu'il n'y avait pas des solutions toutes faites. Et donc on a cherché une autre solution. Et après, c'est vrai qu'on s'arrête devant rien. C'est-à-dire... Est-ce qu'on a essayé de vous empêcher, ou des gens qui ont dit on ne va pas vous donner des crédits pour ça, ça ne marche pas, des conformismes? Mais absolument. C'est-à-dire que quand on a publié notre premier travail, déjà, je raconte dans le livre qu'en fait les reviewers, les examinateurs n'y ont pas cru. Et donc la première fois qu'on a soumis le travail, ils l'ont refusé en disant qu'à leur avis, ce n'était pas vrai. Moi, je leur ai dit, venez voir, mais ce n'était pas possible, en fait, parce qu'ils restent anonymes. Donc, on a resoumis, enfin, on ne s'arrête jamais. Et ensuite, on voulait développer le système. On s'est adressé donc au pouvoir public et au financement public. Ils nous ont dit, on ne finance pas ça parce que c'est susceptible d'être valorisé, parce que ça peut devenir un test. Voyez le privé. Le privé nous a dit, bah, c'est trop en amont, nous, on ne finance pas.
Donc là encore, on était face à un mur. Et après, on nous a dit, bon alors, vous pouvez, avec la loi de l'innovation, fonder une compagnie. Oh, ça fait peur, parce que quelqu'un qui a choisi d'être médecin, en plus académique, a fait de la recherche, une compagnie. Bon, mais il n'y avait pas d'autre moyen de porter nos recherches au public. On fonde une compagnie. Et là, c'est vrai que c'était parmi les premières. Déjà, nos collègues nous disaient, mais alors là, fonder une compagnie, vous allez vous mêler à des affaires d'argent. L'argent, c'est sale, la recherche, c'est pur. Tous ces barrages, ces murs que les gens se font dans la tête, ça ne fait pas de sens. Nous, on veut juste aider les patients. Donc, on a continué. Bien sûr, on a une expérience, parce qu'on était parmi les premiers, et les mentalités à l'époque étaient encore, disons, devaient évoluer, disons-le comme ça. C'est-à-dire que maintenant, l'industrie a bien compris que les chercheurs ne sont pas quand même des animaux de laboratoire dont le but est de rester dans un coin de leur laboratoire. Ils sont ouverts sur le monde. Mais à l'époque, souvent, c'était « Ah, mais oui, tu fais recherche, tu ne comprends rien d'une industrie, donc voilà, casse-toi », un peu dit de façon un peu directe. Mais nous, on avait quand même des motivations très précises pour les patients et on ne voulait pas que nos produits soient développés sans tenir compte de ces motivations très importantes, aussi de la rigueur scientifique. Donc, on a eu une expérience très mauvaise pendant 3 ans, vraiment très mauvaise, je passe un peu dessus dans mon livre, mais on ne s'est pas démonté, on a refondé une compagnie et on est reparti. Alors là, on avait fait de l'expérience et on s'est développé en fait avec nos principes, y compris dans les domaines de l'industrie, en mettant nos codes, c'est-à-dire de ne pas laisser l'argent imposer les directions scientifiques. C'est les directions scientifiques qui vont en premier. Si l'argent veut, il suit. Sinon, on est prêt à mourir tous les jours. Ça me rappelle une méthode. Il y a des grands groupes maintenant, quand ils ne veulent pas que les idées meurent, ils sortent les idées du groupe et ils disent aux gens on vous laisse dans le hangar, là, parce que si vous restez dans le groupe, on va vous tuer vos idées. Donc oui. Ils filialisent la créativité pour éviter que leur bureaucratie ou leur process ne sapent les bonnes idées. Éric, vous, face à l'adversité, face aux emmerdements, et Dieu sait qu'il y en a sur la mer, comment vous réagissez? Comment réagit le navigateur? Et puis, embarquer des personnes handicapées pour monter une équipe, on a dû vous dire, peut-être des sponsors ou des gens, mais vous êtes dingue, mon bon ami, faut faire les choses à l'ancienne, ou comme les Américains, avec beaucoup d'argent, et des mecs qui font de la musculation, blancs. En fait, les emmerdes, c'est ma came. Ouais. C'est que je vais les chercher. C'est ça ce qui m'intéresse, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est différent. C'est d'expérimenter des choses, c'est d'aller voir des choses différentes, parce que j'ai l'intime conviction que c'est dans la différence qu'on crée, et je pense qu'on est les trois pareils, que c'est dans la différence qu'on réussit durablement, et c'est dans la différence, finalement, qu'on est heureux. Donc, à partir du moment où on est des explorateurs, qu'on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait, il faut accepter que les emmerdes, ça fait partie du jeu. Et que c'est ces emmerdes-là qui font en fait nous permettre de nous révéler. C'est dans l'inconnu qu'on se connaît. Et c'est dans les emmerdes qu'on se connaît. Sur le Vendée Globe, c'est 1 à 10 emmerdes par jour. Des grosses emmerdes, vraiment. Il y a 2 solutions. Soit tu les prends comme un signe que ton bateau t'en veut et que tu es maudit et que tu n'avais vraiment pas signé pour ça et que c'est impossible. Et là, tu es sûr que tu ne vas pas finir la course. En revanche, si tu te dis, évidemment, tu ne sautes pas au plafond quand tu as un problème. Hein, tu n'es pas là, ouh, génial, j'ai un problème. Sur le Vendée Globe, le pire que vous ayez eu, c'est quoi? J'ai cassé mon safran. C'est quoi le safran? Le safran, c'est le gouvernail du bateau. Oui. Donc c'est un peu si tu es en moto sur l'autoroute à 200, parce que c'était dans les mers du Sud, et tout d'un coup, tu as eu de la roue avant qui s'en va, et tu t'es toujours à 200. Il faut réparer à 200, en fait. Prendre la roue que tu as dans le sac à dos et la remettre. Et ça, c'est le pire. J'avais déjà fait avec 5 personnes dans le port, et en le faisant avec les 5 membres de mon équipe, je m'étais dit, c'est impossible de le faire en mer. Et je l'ai fait tout seul, dans 4 mètres de creux, dans les mers du Sud, au large du cap de Bonne-Espérance. Donc en fait,
les emmerdes, ça nous permet de nous révéler parce qu'on pense que c'est impossible et finalement on trouve en nous des ressources. Et nous, je peux vous dire, dans cette salle, on a tous en nous des ressources infinies. Tous, chacun de nous, on a tous des ressources infinies. La seule limite au fait de trouver ces ressources, c'est nous. Et c'est notre paresse parfois ou notre difficulté à nous mettre un peu en danger et aller au-devant de ces emmerdes. Parce que c'est les emmerdes qui vont permettre de connaître nos ressources infinies. Vous pensez que, enfin, je ne dis pas qu'on est égaux en courage, mais que l'adversité révèle notre courage? Ah oui, totalement. Moi, je suis persuadé d'être un immense lâche, mais bon, ou un froussard, ou un défaitiste. Je mais pense pas en faisant de la en fait, réalité. vous pensez que l'adrénaline, elle déclenche en nous des réflexes salvateurs ou de la créativité? Il n'y a pas que de l'adrénaline. Je pense pas que c'est. Enfin, je suis pas médecin, donc. Il faut l'emmener dans ton bateau. Je pense, ouais, faut vous dire. Ah bah, sans doute. Non, mais je pense je pense au fond de nous, on a tous envie de nous enflammer pour quelque chose. Et je pense que choisir la différence, c'est juste une question d'habitude. Si on fait un premier pas, puis après un deuxième pas, et en fait, au fur et à mesure, vous allez devenir comme moi. Et vous allez, à chaque fois que vous avez un chemin qui est le chemin classique qu'on a déjà vu et un chemin qui est complètement différent, vous allez avoir envie d'aller vers la différence. Parce que moi, je l'ai prouvé, le Vendée Globe, c'est la 4e aventure que je vis avec ces principes-là et ces préceptes-là. Et c'est la 4e aventure qui me surprend par sa réussite et par le bonheur que j'ai. Donc c'est pas quelque chose en l'air que je vous dis, c'est quelque chose qui existe vraiment. Et je pense que tout le monde peut vivre à son niveau. Il n'y a pas besoin d'aller faire le Vendée Globe et de ressentir des grosses charges d'adrénaline ou de l'instinct de survie pour avoir envie de créer. Et voilà. Et je pense que le fait d'aller vers l'autre, celui qui paraît louche, celui ou celle qui paraît différent de nous, est un super moyen pour nous se révéler et être heureux. Sur les projets comme le Vendée Globe ou ceux d'avant, où vous avez emmené une équipe qui sortait de l'ordinaire, vous vous êtes heurté à des conservatismes. Et comment vous les avez contournés? Comment vous avez fait? Tu te heurtes toujours à des conservatismes, à des résistances, parce que de toute façon, tu défriches. Quand tu montes un projet, et je pense on pourra en parler ensemble, mais quand tu montes un projet qui est complètement différent, que tu vas vers une piste qui est complètement différente, et vous en avez un petit peu parlé là, tu es moins que seul. Tu n'es même pas seul, tu es moins que seul. Parce que tout le monde va te dire, c'est n'importe quoi, n'y va pas, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ça n'a aucun sens. On vous a dit ça, vous, Patricia? Oui, mais complètement. Moins que seul, Ouais. derrière son microscope. Oui, oui. Je crois juste, si je peux faire une parenthèse, c'est qu'on a un commun dénominateur, c'est la rébellion au concept d'impossible. Vraiment, ça se voit très bien, et pour lui également. Mais c'est un trait de caractère, ça. Je l'ai vécu aussi. Et puis, ce qui est magique, que j'ai entendu de Eric, c'est ces dénominateurs communs, et qui est le cœur, et le cœur qui est plus fort que n'importe quoi d'autre, qui est plus fort que l'handicap physique, pour nous plus fort que l'argent, parce qu'on a été en compétition avec des géants qui ne sont pas arrivés où on est arrivé, pour lui également, parce qu'il a dépassé des obstacles énormes. Donc le cœur est plus fort que tout. Et ça, c'est magique. Merci. C'est l'envie farouche. Oui. Une envie farouche et très pragmatique. Ouais. Alors comment, et vous êtes allé voir des sponsors ou des partenaires, hein? Un navigateur, ça passe beaucoup de temps à ça. Comment on convainc les gens qui sont là? Ils sont dans leur bureau, ils ont leur chouchou, nous c'est le golf, nous c'est ceci, nous c'est cela. On n'est pas du tout dans la voile différente ou la voile à handicapés, etc. Qu'est-ce qui vient nous emmerder, Éric Bellion, quoi? Vous avez un 4e micro ou Comment vous y êtes? Ah ben c'est vrai que vous avez trouvé avec Salesforce. Mais avant Salesforce, avant ce mariage d'amour avec Olivier Derrien, qui est quand même un patron qui a une vista, quoi. C'est quelqu'un d'hors du commun. Mais avant de rencontrer un être exceptionnel comme ça. Salut. Je crois que à chaque fois qu'on va voir des gens avec un projet qui sort du commun, il faut. C'est très difficile parce qu'à chaque fois, on dérange quelque part. Mais c'est vrai que comme on a ce cœur, moi généralement, c'est le retour que j'ai eu des mécènes qui ont entouré mes aventures depuis 15 ans, c'est quelque part, on a été séduit par ton envie. Et que même si on n'avait pas compris où tu voulais aller, on avait compris la conviction et on avait envie de te suivre. Et après, on l'a fait ensemble. Et
Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'il y a une sélection des mécènes comme ça. Moi, quand je vais maintenant voir des mécènes, la plupart du temps, ils me disent « Ah, c'est génial ce que vous nous proposez, mais je ne comprends pas trop. Moi, ce que j'aimerais, c'est vous acheter le projet précédent. » Parce que là, c'est très confortable, ça existe. Ah bah oui, c'est réussi. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'aller faire un bout de route avec celui qui va prendre le risque avec moi, d'aller défricher, d'aller au-devant des emmerdes. Et cette force l'a bien fait. Sur 3 ans. Bravo les gars. Alors, je vous avais laissé le choix pour cette discussion. Soit vous venez avec une photo de votre animal de compagnie, soit avec une photo qui raconte quelque chose de vos recherches. Et vous avez préféré la deuxième solution. Alors, vous êtes venu avec une vidéo. Alors, est-ce que c'est à moi d'appuyer sur l'épée de Jedi, là? J'appuie. La magie des 50e. Salut. C'est vous? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette photo qui bouge? C'est marrant. Moi, je voulais faire différent, évidemment. Là, c'est filmé au point Nemo. Donc, c'est le point de la planète qui est le plus éloigné de toute Terre. C'est-à-dire que si j'ai un problème là, c'est vraiment la galère. Personne ne peut venir me chercher. Personne. 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 Et donc, Que un concurrent de la on course. vous laisse. Ah, que un concurrent de la course. Et en fait, c'est un moment très particulier parce que il y a du gros temps, je vais très vite, là je vais entre 20 et 25 nœuds. Et ça fait un bruit d'enfer, là vous voyez un peu dans le vent, etc. Mais à l'intérieur, le bateau, c'est l'enfer, c'est en carbone, etc. Et vous avez vu à la fin, je dis, c'est la magie des 50e. Je suis en train de planer grave, quoi. Je suis sur un nuage. C'est avant que le safran pète ou après? C'est après. C'est après. En fait, là, je suis dans ce qu'on appelle en anglais, je suis in the zone. Je suis dans un état de grâce. C'est-à-dire que plus je vais vite, plus je me préserve, plus je dors, plus je me sens bien avec moi, et plus je vais vite, etc. Et là, vous oubliez tous les autres et votre belle cause philanthropique et vous pensez qu'à vous? La provocation. Oui. Non, en fait, je suis au cœur de ce que j'essaie de démontrer depuis toujours. C'est-à-dire qu'en choisissant la différence, en ayant une envie farouche, pragmatique, avec des principes d'action très clairs, en choisissant cette différence tous les jours et en devenant quelque part, en la choisissant toujours, on atteint au bout du compte un état de grâce. Et cet état de grâce-là, qui est un état de grâce que vous pensez solitaire, il ne l'est pas, il est en harmonie avec mon bateau et l'océan, mais c'est un état de grâce qu'on peut atteindre collectivement, en équipe. Et c'est toute la démonstration de Comme un seul homme, c'est qu'en choisissant la différence, on déclenche l'état de grâce. Deuxième photo. Et là, c'est la photo de Patricia dans son labo. Alors, c'est bien vous? Oui, il paraît, oui. Alors, pourquoi cette photo-là? Et qu'est-ce qu'elle dit? C'est votre bureau, ça? C'est le laboratoire. C'est le laboratoire où, avec mon équipe, je travaille. Et donc, ça, c'est la fameuse machine. Vous voyez, elle n'est pas vraiment sexy. Dans le livre, j'écris que c'est voilà, un hybride entre une photocopieuse et une machine à café. Ou un aquarium, un peu. Ou un aquarium. Pourtant, avec ça, on est arrivé à faire ce que, notamment une multinationale, comme je décris un peu, avec des dizaines, des centaines de millions de dollars, n'est pas arrivé à faire, c'est-à-dire détecter ces fameuses cellules tumorales dans les sangs de patients, alors que la tumeur n'était pas encore détectable par imagerie. Vous pouvez nous décrire la machine et quelle est la fonction du bac supérieur, par exemple? Le bac supérieur est juste le couvercle. C'est juste pour la fermer quand elle a fini d'opérer. Vous voyez qu'il y a une plateforme dans laquelle est insérée une cartouche transparente. Vous voyez, là, c'est la cartouche dans laquelle on va verser le sang. Cette cartouche contient le filtre. Et donc, ensuite, il suffit de verser
le son pré-traité pendant 10 minutes de façon particulière dans cette cartouche, on allume la machine et en quelques secondes, elle fait le travail d'éliminer les cellules du son et de retenir sur le filtre les cellules d'organes, y compris les cellules tumorales, s'il y en a, sans en perdre une seule. Ça ressemble vraiment à un espresso. Hein. Ça ressemble à un espresso, sauf que c'était beaucoup plus difficile de trouver comment filtrer le son pour deux raisons. Une, c'est que le son a énormément de cellules. Dans 10 millilitres, on a en moyenne 100 millions de globules blancs et 50 milliards de globules rouges. Donc, en cherchant une ou quelques cellules, c'est comme trouver un individu sur à peu près 8 planètes Terre. C'est quand même pas évident, parce qu'une cellule peut se coller à la pipette, se coller à la cartouche. C'est vraiment acrobatique. Et donc, voilà, c'est un ensemble de 30 paramètres qu'on a brevetés et qui sont tunés, qui sont modulés au bon point pour rendre le son filtrable et pour pouvoir sortir ces cellules qui sont tellement importantes sans les abîmer. Et de façon à qu'elles puissent être diagnostiquées après au microscope et diagnostiquées de façon fiable, sans erreur. Un hyperfiltre. Voilà, un filtre magique. Photo suivante, c'est la photo de Louis Pizarro. Magnifique. Les yeux. Bon, c'est vrai que c'est... J'ai voulu présenter cette photo parce que ça se passe en Sierra Leone. La Sierra Leone est un pays qui avait été d'abord ravagé par la guerre civile. Vous en avez entendu parler dans les années 90. Et c'est souvent comme ça. C'est des pays, certains pays qui en prennent parce que c'est eux aussi qui ont eu l'épidémie d'Ebola il y a 3 ou 4 ans. C'est une photo dans laquelle on voit un peu les deux objectifs du travail qu'on fait. C'est-à-dire à droite, un professionnel de santé, c'est une infirmière. Pendant Ebola, elle a vu mourir des centaines de collègues et des milliers de malades. Et elle est là, vous la voyez. Et à gauche, c'est une mère, c'est son enfant. C'est aussi l'objectif, évidemment, du travail qu'on fait. C'est la vie qui continue, quelque part, et dans ces conditions extrêmement difficiles pour eux. Et c'est vrai qu'on avait discuté un petit peu il y a 15 jours, et vous nous demandiez, c'est quoi un peu vos projets à venir, à quoi vous pensez. Et je le disais tout à l'heure, il y avait ce sentiment de révolte qui était à l'origine de Soltis, et c'est un sentiment qui persiste, parce qu'on se dit, des maladies comme le sida, la tuberculose, le palu, voire même Ebola, si on habite là-bas, on meurt encore, et si on habite ici à Paris, on ne meurt pas, et on est soigné correctement. Et nous sommes tous finalement, aujourd'hui, habitants d'une même planète, et se dire que ces injustices continuent à être présentes de nos jours, c'est quelque chose qui nous va pas. Et donc notre projet, c'est de réussir en renforçant ces systèmes de santé-là, à faire en sorte que ceux qui sont nés là-bas, qui sont soignés là-bas, comme nous, ils ne meurent plus de ces maladies-là. Et ça, c'est important. C'est important de voir aussi, et ce n'est pas pour faire plaisir aux gens qui sont dans la salle, mais ce n'est pas une aventure individuelle, c'est une aventure collective. Nous, on y arrive parce qu'on est plusieurs, parce qu'on travaille avec nos collègues sur place, mais on y arrive aussi parce qu'il y a des gens qui nous aident. On est aujourd'hui ici, par exemple, parce que j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un comme Thierry Rousseau de Devenson, qui a cru dans notre projet, qui nous a dit on va travailler avec toi et on va t'aider à mettre en place Salesforce pour que Soltis avance. On a eu la chance que les gens de Salesforce ont été sensibles à ça, ils nous ont introduits dans leur programme Charity et on est en train aujourd'hui de développer l'association grâce à ça. Et il n'y a pas le monde de l'entreprise qui s'intéresse à l'argent d'un côté et nous, les ONG, Babacool, qui sommes de l'autre côté. Je dis souvent, d'ailleurs, je suis aussi enseignant, je dis à mes étudiants, il faut de la rigueur. La rigueur n'est pas que dans les entreprises, elle est aussi dans les ONG. Il faut la créativité, l'inventivité, l'innovation n'est pas que dans l'entreprise, il faut qu'elle soit aussi dans les ONG et il faut de la passion. Et je pense que cette passion-là, cet engagement-là, on l'a, qu'on soit chez Salesforce, chez les entreprises qui travaillent là, ou qu'on soit chez nous, qu'on soit dans un labo, qu'on soit dans un bateau. Vous l'avez dit très bien, c'est le cœur qui finalement fait bouger les choses. Et donc cette photo, pour moi, elle réunit tout ça.
on va terminer. On va finir avec une question. Alors, on disait les nouveaux aventuriers ou aventuriers modernes, valeurs modernes, mais j'avais peur que si je vous demande quelles sont vos valeurs, vous me disiez la gentillesse, se dépasser, autrui, l'humain et tout ça. J'avais la trouille de ça parce que je trouvais qu'on était tous d'accord et quand on est tous d'accord, bon. C'est pour ça que je voudrais qu'on termine en vous demandant un truc qui n'a rien à voir, mais c'est quoi pour vous un bon professionnel? Alors, Louis, vous avez commencé à donner des éléments. J'ai retenu la rigueur, la créativité, la passion. Ce serait ça? Absolument. Ça vous va, ça? Je garde ça. Regardez. Et partout. Vous pouvez ajouter quelque chose, hein, mais non. Non, ça me va très bien. C'est quoi un bon professionnel, Patricia? Un bon professionnel, ça dépend quel professionnel dans mon domaine. Dans mon domaine, un bon professionnel, c'est bien sûr la rigueur et la passion. Je crois que c'est toujours la base, mais c'est aussi savoir vraiment regarder la réalité et avoir cette humilité de la regarder en acceptant ce qu'elle est et en partant de la réalité, aller plus loin. Je crois que ça, c'est vraiment fondamental du chercheur. S'il commence à biaiser, à voir les choses distordues parce qu'il veut, lui, quelque chose, ou que quelque chose soit comme il espère, ça ne marche plus. Un bon professionnel doit reconnaître la réalité, que ce soit la réalité clinique et la réalité des laboratoires. Mais c'est vrai que parfois, dans certains business, on a tendance à enjoliver la réalité, où on regarde des paysages qui n'existent pas. Bien sûr, oui. Et donc, au même moment, on transmet cette réalité biaisée. Et je crois que c'est vraiment important d'adhérer à la vérité, parce que c'est la vérité qui fait progresser. Richie. Eric. En fait, j'ai vraiment envie de rebondir là-dessus. Vous n'avez pas le droit d'être d'accord complètement. Hein. Ah non, en fait, ça de leur piquer. Vous pouvez leur prendre en valeur, mais il faut en ajouter, quoi. Non, parce que en fait, dans ce que vous venez de dire, je pense que c'est exactement ce que je fais. Ah oui. Parce que le message que j'essaie de faire passer, le message, c'est arrêtons de nous arrêter à ce qui est visible. On parle souvent de différence ou de ressemblance visible. Et allons voir le fondamental qui est toujours invisible. Et je dis souvent, allons voir les ressemblances invisibles. C'est ça ce qui nous intéresse en fait dans un projet. C'est-à-dire, arrêtons de nous focaliser toujours sur le superficiel. Et on voit qu'on est dans une société qui nous embarque toujours vers le superficiel, vers ce qui est visible, et qui ne se donne pas le temps, la bienveillance, aussi les clés pour créer des outils de confiance et apprendre en quoi on se ressemble en fait finalement dans un projet. Et je pense qu'un bon professionnel, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de prendre ce temps-là, d'oser faire ses 2 pas dans le noir pour aller vers quelque chose qu'il n'a jamais vu, qu'il n'a jamais fait, pour obtenir quelque chose vraiment qu'il n'a jamais eu, qui fait confiance, qui a un esprit pionnier, qui est capable donc de voir chaque difficulté, chaque emmerdement comme une possibilité de grandir et de s'épanouir, qui cherche l'harmonie plutôt que la performance, qui cherche d'abord à ce que le groupe fonctionne bien, qui cherche à ce que lui-même aussi fonctionne bien. Et enfin, c'est quelqu'un qui trouvera la performance, mais surtout, ce qu'il cherchera, c'est avant le bonheur. Et tout ça, ça permet un bonheur. Et je pense que c'est surtout des gens qui ont du cœur et qui cherchent à être heureux. C'est ça, en fait, la clé. Et c'est quelqu'un qui se donne les moyens d'être heureux. Oui, tout à fait. Regarder effectivement la réalité, c'est ce qu'il dit. C'est aussi regarder à l'intérieur des hommes, au-delà des apparences. Je pense que c'est ce qu'il a fait quand il a choisi son équipe. Il a regardé aux fondamentaux. Et nous, c'est pareil. J'imagine Louis, c'est pareil. Quand on veut dépasser un obstacle, quand on a vraiment des challenges très difficiles à dépasser et à gagner, il faut être soudé et il faut s'unir à des personnes qui ont vraiment la même motivation que nous. Donc, il faut regarder à l'intérieur des personnes.
des années de dissection, Patricia. De dissection. Bah oui, les médecins, ils ouvrent quand même, ils regardent à l'intérieur des personnes depuis le Moyen-Âge, depuis que c'est autorisé. Ah Quoi. bah, c'est vrai, oui. Bien, écoutez, on aurait pu rester là à vous écouter 8 heures, mais l'heure tourne, et donc je voudrais vous faire applaudir, mais dans l'ordre. Le navigateur, Éric, bravo, merci. Merci. Merci beaucoup. La tête chercheuse, Patricia, merci. Merci. Et le médecin, Louis, merci infiniment. Merci à tous les trois, merci à vous qui êtes venus. Vous étiez 3000 ce matin et en arrivant au port, vous êtes environ 3005, 3600. Vous voyez, je vois moi la réalité en face, hein, on est d'accord. Merci à Salesforce qui nous a réunis. Je pense qu'on a passé un bon moment aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des milliardises, Olivier Derrien, du champagne qui coulerait à flot et énormément d'apéros? Oui. Merci Salesforce, merci à vous. Bonne soirée et encore bravo à tous les trois. Ah, c'est- Top.